Bienvenidas y bienvenidos a Corriente, Mercado Internacional por la Música, un encuentro realizado por Selvámonos y Reproductora. Hoy presentamos el keynote, la unión del sector musical y los retos de programación de los festivales en el 2020, Caso Suiza, presentado por la Embajada de Suiza. En breve nos acompañarán Ania de la Croce, Melanie Ro y Lucho Pacora. No olviden agendar sus actividades y conectarse a través de nuestra app. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar aquí gracias a Corriente de este encuentro maravilloso que se está llevando a cabo estos días. En este momento en particular vamos a hablar de un tema muy importante para la industria musical de Perú y de Latinoamérica en general, con dos invitadas de lujo que voy a presentar a continuación. Pero el tema que vamos a hablar ahora es sobre la unión del sector musical y los retos de programación en los festivales, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria que estamos atravesando y cuyo horizonte parece alargarse en el tiempo. Entonces es sumamente importante que podamos visualizar y vislumbrar estrategias y formas de cómo poder llevar a cabo este tipo de festivales, eventos de música, etc. Yo soy Lucho Pacora, soy director de la agencia Movimiento Music y tenemos 6 años trabajando en la parte de gestión de artistas peruanos y latinoamericanos. Yo vengo del periodismo musical y cultural. Actualmente formo parte de la MMF Latinoamérica, es la Asociación de Managers de Latinoamérica, de la Red de Periodistas Musicales de Iberoamérica y de la PEM, que es la Asociación Peruana de Movimientos Musicales, que precisamente la creamos a partir de todo este contexto de cuarentena y de pandemia, como ya había mencionado. Estamos esta tarde con la presencia de Ania de la Hoz. Ania tiene más de 20 años trabajando para la industria musical. Ella ha sido agente de booking y de prensa antes de convertirse en la directora de programación de festivales y clubs. Dirige su propia empresa, la cual ofrece servicios de producción y comunicación, y desde el 2019 trabaja para PETSI, que es la Federación Suiza de Clubs y Festivales de Música. Solo para poner un ejemplo, PETSI representa más o menos a 200 clubs y festivales y organizaciones de música en Suiza, para que tengan una idea de un poco también el trabajo importantísimo que está haciendo esta organización en su país. Por otro lado, también contamos con Melanie Roth. Melanie viene en representación del Festival Pulp, que es un festival muy interesante con una propuesta bastante innovadora en muchos sentidos. Melanie es diplomada en Historia del Arte y en Museología. Trabajó como colaboradora científica en el Museo de Arte e Historia de Fribourg y como secretaria general de la Asociación Valaisan de Musée en la misma ciudad. Desde el 2016 trabaja como responsable de las exposiciones, así como encargada de producción y de promoción del Festival Pulp, que es un festival multidisciplinario, como ya lo había mencionado anteriormente. Alors, merci beaucoup pour être ici. On va commencer ces conversations. D'abord, je voudrais parler avec l'importance des réseaux d'associations pour le développement du secteur musical. Donc, en particulier, je besoin avoir de savoir pourquoi et comment est née l'association PETSI. Ania. Oui, merci. Alors, PETSI est né en 1996 avec la volonté et la nécessité de se fédérer pour notamment avoir un poids conséquent et important auprès des autorités. Et puis, l'association propose différents services et a différentes missions. On propose des formations spécifiques pour les membres sur des sujets qui les concernent particulièrement. On propose une plateforme d'échange. L'idée, c'est aussi de pouvoir réseauter et de pouvoir échanger des informations et mettre en commun des connaissances et des savoir-faire.
Et puis également des commissions membres. Donc ça, c'est des réunions entre les membres qui nous permettent d'aborder des sujets divers et variés. Et comme tu peux imaginer, ces derniers mois, on se rend compte que c'est assez utile d'avoir une fédération comme celle-ci pour pouvoir avoir un poids au niveau du lobbying et au niveau des discussions avec les autorités. Et pourquoi c'est important la création de ce système de fédération pour la musique en particulier parce que c'est toujours difficile, au moins dans notre contexte ici, de justement fédérer les collectifs, les groupes. N'existe pas même des associations formellement établies ici qui travaillent avec ça. Et ça, en sens qui est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais c'est très difficile si tout le monde c'est comme des molécules sur l'air qui travaillent beaucoup, mais tout est disparu. Bah, j'ai l'impression qu'en Suisse, en fait, ce qui s'est passé dans les années 80, c'est qu'il y avait très peu de lieux. Donc, les artistes eux-mêmes qui n'avaient pas de lieu où jouer ou les groupes de musique qui n'avaient pas d'endroit ont créé des endroits. Donc, c'est pas venu de nulle part. Hein. C'est un mouvement qui a été vraiment très, très important dans les années 80. Il y a eu des lieux comme les caves du Manoir à Martigny, Frisson à Fribourg, la Rote de Fabrique à Zurich, PTR à Genève, pour citer peut-être les plus anciens et les plus alternatifs. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils étaient très stigmatisés aussi par la population et par les autorités comme des lieux où les gens allaient boire, où les gens allaient se droguer, enfin, c'était des lieux qui étaient un peu mal vus. Donc, c'est vrai que la naissance de ces lieux et la fédération de ces lieux après coup, en fait, pour pouvoir aussi avoir un peu démystifier toute cette image, a permis aussi de montrer que c'était important pour la culture jeune dans notre pays et dans les différentes villes où ces salles ont vu le jour. Et c'est vrai que la création de ce réseau, elle a son importance, elle est très très forte en fait pour pouvoir aller démarcher les villes et les cantons pour des soutiens financiers aussi, mais pas que, aussi pour démontrer l'importance sociale qu'ont ces lieux, parce que ça a une importance culturelle bien sûr à cause des concerts, de la musique et de l'offre culturelle, mais ça a aussi une importance sociale parce que ce sont des lieux d'échange, de partage, de rencontres. On encourage beaucoup le bénévolat. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait leurs premières expériences professionnelles dans ces endroits. Et puis, il y a aussi une importance économique, puisque c'est quand même des lieux qui font tourner une bonne partie de l'économie d'une ville, que ce soit les hôtels, la restauration, faire travailler les imprimeurs pour imprimer les programmes. Enfin voilà, il y a plusieurs niveaux d'importance. Et c'est vrai que de se fédérer, ça permet vraiment de pouvoir défendre des intérêts communs qui ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais qui sont quand même dans les grandes lignes. Ouais, enfin, on arrive à s'accorder sur ce qui est important pour ces lieux-là. Et notamment, la reconnaissance de ces lieux a été vraiment, je pense, un des points principaux et des plus importants. Et pour vous, c'était important la représentation formelle avec l'État, par exemple, parce que ici, dans notre cas, ça, c'était une des choses très importantes pour justement développer la représentation le secteur musical indépendant, dans ces cas, et pour pouvoir parler avec l'État, même les secteurs privés et tout ça. Et dans ces schémas, pour nous, par exemple, je sais pas comment on avait fait dans ces cas, et nous avons changé le nom de notre association parce que d'abord c'était association du managers musicals, mais après on avait changé pour mouvement musical parce que on avait parlé avec des collègues des autres pays et des autres associations et nous avons recommandé que c'est peut-être c'était mieux d'être plus ouverte aux autres mouvements, les autres organisations parce qu'elles n'existent pas ici. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Et, et on avait recommandé, s'il n'existe pas des autres organisations, c'est difficile de faire ça. Peut-être c'est mieux
avoir une seule organisation, association, qui fait les nucléos de toutes les autres, ou qui faire des choses pour les autres, créer son propre collectif, organisation. Donc, comment ça avait passé ça dans votre cas? Alors ensuite, il y a plusieurs associations. PEDZI, c'est l'association vraiment des clubs et des festivals à but non lucratif. Ça, c'est aussi important de le dire, parce qu'il y a d'autres associations pour les plus gros promoteurs et les gens qui organisent des plus gros concerts. Il y a une association des managers aussi. Il y a une fondation qui défend les intérêts plutôt des artistes. Il y a deux associations, une en Suisse alémanique et une en Suisse romande, qui défendent plutôt les intérêts des techniciens. Donc, c'est sûr que c'est plusieurs réseaux qui sont différents. Maintenant, nous, on a vu, par exemple, depuis le mois de février, le fait que PEDZI existe depuis plus de 20 ans, qu'on ait organisé des conférences on a organisé en 2018 la première conférence suisse des musiques actuelles. On est en partenaire aussi privilégié dans les échanges avec l'État. Et ben, ça fait qu'au mois de février, quand la crise a commencé chez nous, on a été consulté aussi et les autorités ont fait appel à ces associations pour pouvoir discuter, rentrer dans des discussions de comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des aides, de qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse pour gérer toute cette crise du Covid. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est quand même entendu, puisqu'on existe depuis un certain nombre d'années, mais ça a été un travail de longue haleine pour en arriver jusque-là. C'est pas arrivé, enfin voilà, c'est parce que ça fait depuis 1996 aussi. Oui. Mais ta question, c'était aussi de savoir si c'était important d'avoir plutôt une association ou plusieurs associations, c'est ça? Oui, ma question c'était comment faire pour justement de parler de regrouper à toutes ces associations, parce qu'on pense que d'abord que c'est facile, tout le monde va travailler dans la même direction, mais la réalité c'est complètement différent. Et justement parce que au moins dans ces cas, comme j'avais dit, n'existe ces costumes, ces habitudes de faire des travail collectifs. Et au montant il n'existe pas la conscience d'être représentativement un mouvement solide, concret, pour dialoguer avec les gouvernements, par exemple l'État. Parce que même si le ministère de la Culture ici doit faire quelque chose, ou veut faire des choses, et le système, structurellement, c'est très compliqué, c'est très bureaucratique, et beaucoup d'autres choses. C'est pas important. Le ministère de la Culture ici, c'est un peu plus comme les jokers de cartes. Et donc, dans ces cas, c'est pour nous très important de développer la conscience de nous devons d'être un corps complet de travail pour pouvoir dialoguer, ça, pour avoir les pouvoirs de faire des choses plus importantes, ou avoir la voix de parler avec l'État et les autres acteurs. Mais je pense que ça, alors ensuite, il y a un système un petit peu, enfin, c'est un État fédéral, donc il y a aussi un niveau d'intervention et un niveau de soutien qui est aussi assez compliqué, en fait, puisque ça se passe au niveau des villes, au niveau des cantons et ensuite seulement au niveau de la Confédération. Donc il n'y a pas, comme en France ou comme au Pérou, un ministère de la Culture à proprement parler qui est dédié que à ça. Nous, par exemple, le ministre de la Culture chez nous, c'est aussi le ministre de la Santé. C'est le ministre de l'Intérieur, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu beaucoup de travail en ce moment, on va dire. C'est sûr que là, cette crise du Covid a permis vraiment d'avoir un dialogue direct avec la Confédération, puisque c'est eux qui ont géré la majeure partie de cette crise. Sinon, après, ça se gère par les cantons directement. Et en Suisse, il y a 26 cantons. Donc, pour une association comme la nôtre, où on est quand même des petits pourcentages et on est une petite association, c'est très compliqué de parler avec 26 cantons. Mais ça nous a quand même permis aussi de nous fédérer avec les autres associations, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin de discuter, de partager les informations, et même si les intérêts ne sont pas les mêmes pour les techniciens ou pour les gros producteurs ou pour les agences de booking ou pour les artistes, il y a quand même une voix commune qui a été forte, et l'importance des musiques actuelles. En Suisse, ce n'est pas non plus un milieu qui est très... Enfin, il l'est de plus en plus, mais en termes de soutien financier et de subventions,
c'est pas du tout une branche qui est très soutenue en fait. Les membres PEDI, par exemple, ils sont subventionnés à hauteur en moyenne entre 0 et 30%. Donc c'est une petite partie de subventionnement par rapport à d'autres milieux comme le théâtre ou la danse ou la musique classique qui sont beaucoup plus subventionnés que les lieux de musique actuelle. Donc ça, c'est aussi un des combats que nous, on mène déjà depuis plusieurs années, bien avant que cette crise arrive, mais qui, là, pour le coup, est d'autant plus importante au vu de tout ce qu'on traverse depuis 5 mois et qu'on n'est pas fini de... Enfin, le tunnel, on a de la peine à voir le bout du tunnel, comme on dit en français. Ouais. Euh, bon, Mélanie, pour vous, le festival PALP, comment vous savez votre participation dans ces réseaux, pourquoi c'est important pour vous dans son expérience de faire part de ce mouvement? Je pense que c'est important en tant que festival, en tant que salle de concert, dans tous les cantons de Suisse, de se regrouper autour d'une association. Je pense que l'association PEDI, comme dit Anya, elle fait beaucoup depuis plus de 20 ans. Et puis, c'est important qu'on soit un petit festival ou un grand d'être membre. Et puis, je pense que l'association, c'est important parce qu'elle légitime tout ce que fait les membres ou les employés des musiques actuelles. Elle parlait justement de cette volonté. Il y a plusieurs associations, mais de tous parler d'une même voix. Je pense que là aussi, c'est de montrer aux politiques qu'il y a beaucoup de monde qui travaille derrière les musiques actuelles, derrière un festival. On n'est pas que 3, on est tout plein des techniciens, des programmateurs, des producteurs. Et je pense que là, c'était important pendant cette crise de vraiment montrer qu'il y a un secteur, un pan économique qui est en difficulté. Et pour nous, c'est important de les soutenir et puis d'être membre. Après, on participe à notre niveau. On n'est peut-être pas Enfin, on est actif sur certains points, d'autres pas. Et puis, mais je pense que tout le monde devrait participer. Et puis, je pense que aussi, ça permet vraiment d'échanger. On a la chance, je pense, en termes de... Les programmateurs en Suisse romande échangent beaucoup, par exemple, avant les festivals, avant les post-saisons, d'échanger qu'est-ce que chacun fait et puis d'avoir cette association, de ces pensées, justement, en plus de l'association, d'aller voir les gens dans d'autres cantons, puis de discuter avec eux, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qu'on fait, éviter aussi de se marcher sur les pieds et puis d'essayer de faire ensemble, ou bien en tout cas, si on fait pas ensemble, mais de faire de manière complémentaire. Voilà, je pense que c'est un gros travail et puis que nous, on est très contents d'avoir PEDI. Je pense qu'en règle générale, les milieux associatifs là, en Suisse, c'est un gros travail, mais ça devient de plus en plus important. Et puis, on les félicite pour ce qu'ils font. Mais oui, c'est justement l'importance de travailler en réseau, d'avoir un horizon en commun pour faire les mêmes objectifs. Parce que je crois que, je ne sais pas comme c'est le cas à la Suisse, mais ici, par exemple, c'est très compliqué d'être conscient de cet horizon en commun. C'est-à-dire que on a les mêmes problématiques jusqu'à les producteurs plus petits jusqu'à les producteurs plus grands des festivals et des férias plus grands d'ici. Et les choses fous, c'est que même personne connaît l'importance justement de le travail, que la problématique, c'est exactement le même pour les grands comme pour les petites. Et quelle autre chose tu peux, Annie, parler avec nous de justement comment faire pour fédérer, quel conseil tu peux nous donner pour fédérer tous ces acteurs très différents avec des intérêts très particuliers et bon, mais voilà. Je pense que, alors je connais pas du tout le marché péruvien, mais je pense qu'il y a de toute façon certains axes sur lesquels vous allez être d'accord et sur lesquels vous avez les mêmes besoins. Je pense qu'un des points principaux et les plus importants de comment PEDI a pu évoluer aussi, c'est vraiment sur le partage des informations. Comme je disais, il y a 26 régions, donc d'essayer de suivre ce qui se passe dans les 26 régions, pour nous, c'est difficile. Et puis là, on organise par exemple des réunions. Alors, on a beaucoup fait des réunions Zoom ces derniers mois, mais on essaye plutôt des fois de se rencontrer quand même, parce que la Suisse, c'est un petit pays, donc on arrive assez facilement à voyager pour se rencontrer.
mais ça peut être échangé sur des problématiques qui sont des fois toutes simples. Nous, une des dernières formations qu'on a pu faire, c'est par exemple la TVA pour les salles de concert et les festivals. Parce que c'est un sujet qui est très technique, mais qui en même temps concerne tout le monde et qui est très différent de la TVA dans un restaurant, par exemple. Mais qui, en même temps, pour les clubs, certains ont des restaurants et des bars, donc les taux de TVA ne sont pas les mêmes. Enfin voilà, ça, c'est un exemple, par exemple. Et puis, une des autres choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé l'année dernière, c'est l'inclusivité. Comment est-ce qu'on peut rendre les programmes plus inclusifs? Comment est-ce qu'on peut faire de nos salles de spectacle, de concert et de nos festivals des lieux plus safe? Ben voilà, ça c'est un des exemples sur lesquels on a travaillé aussi avec d'autres pays européens et d'autres associations en Suisse. Donc je pense qu'il y a de toute façon certains sujets sur lesquels, que ce soit les musiciens, les techniciens ou les salles de concert, ou ne serait-ce que juste les salles de concert et les festivals, il y a des sujets qui vous concernent tous et qui vont vous intéresser tous. Nous, on est aussi très, très actifs au niveau de tout ce qui est légal, tout ce qui est, dès qu'il y a une nouvelle loi, en consultation, on donne notre avis. On a fait tout un combat sur la limitation du son, des décibels dans les salles de concert et les festivals. Enfin voilà, on a participé à l'élaboration de ces lois. Il y a eu des consultations, on a pu donner notre avis. Et ça, c'est aussi des sujets qui, je suis sûre, vous allez avoir des sujets qui vous regroupent. C'est évident, à mon avis. Mais après, encore une fois, je ne connais pas le marché péruvien. Mais oui, c'est ça. Et en train de parler justement de l'inclusion et l'importance de la programmation culturelle sur les événements musicaux. Et Mélanie, vous voyant sur l'expérience et le parcours du festival Pulp, et, au fil des années jusqu'à aujourd'hui, quelles seront les pistes pour réinventer une programmation qui investit des livres atypiques, nouveaux, originaux, c'est-à-dire que capable de s'adapter à différents types de publics et leur contexte culturel. C'est très important et que vous avez travaillé, et je crois que très fort sur le festival. Oui, alors nous, on a la particularité au sein du festival, c'est qu'on a un festival qui se déploie dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire qu'on propose une trentaine d'événements de mai à septembre et puis dans différentes communes du canton du Valais et dans des lieux très différents. On propose à la fois des concerts dans des milieux alpins, dans des alpages, des expositions chez des habitants, dans un village alpin. On propose des concerts dans des châteaux, dans un milieu urbain ou alpin ou aussi dans des caveaux. Donc, ce qui est important, je pense, nous, en termes de programmation, c'est qu'on a essayé de penser chaque programmation en fonction du lieu. On ne peut pas arriver avec un tel style de musique et l'imposer partout. En fait, la programmation, elle s'imagine en fonction des lieux, en fonction des discussions aussi qu'on a avec les gens sur place, les institutions. Je pense qu'il ne faut pas arriver aussi avec des gros sabots, puis arriver puis proposer un événement. Il faut vraiment discuter avec les institutions, avec les partenaires politiques, les partenaires culturels. On a notamment, l'année passée, on a commencé justement à aller dans le Haut-Valais, parce qu'en Valais, il y a une partie germanophone. Et nous, l'équipe du festival, on n'est pas bilingue, on parle un peu l'allemand, mais on ne maîtrise pas tout. Et c'était important, justement, là, on a été à l'OESH, d'avoir une association culturelle avec qui travailler. Et en travaillant avec eux, on a vraiment pu faire un événement qui attire à la fois les gens de la région et à la fois, nous, on a pu attirer un public aussi francophone qui est monté dans le Haut-Valais. Puis je pense que la force, en tout cas là, actuelle pour le festival, et puis je pense que ça peut être intéressant, c'est d'essayer de décloisonner un peu les genres, décloisonner les styles, et puis ça permet d'attirer des nouveaux publics. Nous, on fait vraiment, on fait par exemple du rock au sommet des montagnes, et après, quand on est dans un milieu urbain, on est plutôt parti sur de la folk ou bien de la musique un peu plus du monde, quelque chose peut-être d'un peu plus qui attire ce public de la ville, mais en même temps du rock. On ne peut pas faire du métal en pleine ville de Sion, donc on va aller faire ça dans les montagnes. Au pire, ça dérange un peu les marmottes, mais ça devrait aller. Donc c'est vraiment essayer de jouer sur ces différents lieux. Et puis aussi, la force, je pense, quand on bouge de lieu en lieu, c'est d'être totalement adaptable. On ne peut pas monter une scène énorme dans un au milieu d'un alpage où il y a très peu d'électricité. Nous, on joue sur des scènes, il n'y a presque pas de scène. Le concert se fait presque à plein pied avec le public à 2 mètres. Et puis, c'est ça qui est sympa, c'est aussi de faire des cadres très intimistes et
ben là, en pleine crise sanitaire, c'est pour ça aussi qu'on a réussi peut-être à tirer notre épingle du jeu, c'est que les festivals de plus de 1000, de plus de 2000, les autres ne pouvaient pas se réadapter aussi rapidement qu'un festival comme nous qui avons des jauges. D'habitude, on joue sur des jauges entre 500 et 1000. Donc là, on les a réadaptés un peu plus petits et puis on a pu être très flexible parce qu'on a une équipe aussi très flexible et puis on n'a pas besoin de monter une grosse scène 2 mois à l'avance. Donc il y a plein de choses. Puis je pense que ça permet aussi à la fois des styles différents, des lieux différents. Ça permet de mélanger les publics. Et ça, c'est super. On voit au festival qu'il y a à la fois des fidèles qui viennent à plein d'événements différents. Puis à la fois, il y a des gens qui piochent, qui viennent peut-être à 2 événements, qui découvrent un autre lieu. On a des familles, on a des cinquantenaires, des trentenaires. Donc, c'est important pour nous de créer du lien et de créer du lien avec différents publics différents. Mais justement, en train de parler sur le public, comment faire, par exemple, dans un contexte, par exemple, comme ici, que même si on propose des expériences différentes, des programmations très expérimentales, de mélanger même, par exemple, comme votre cas, la musique traditionnelle avec le contemporain, si le public c'est pas préparé pour comprendre ça ou pour s'approcher sur ce type d'expérience, parce qu'ici c'est un peu justement c'est difficile, c'est un problème pour les programmations, les programmateurs, et, parce que justement on avait la tendance de segmenter les différents styles sur le même contexte culturel, hein, ça, dont tu le Pérou, je crois. Et donc, comment ça peut faire ces relations avec les publics dans ces cas? Alors, c'est vrai que c'est compliqué de faire de la musique actuelle et de la musique traditionnelle ensemble. On ne le fait pas forcément au sein du festival. Nous, on prend un autre biais. C'est on est à fond dans les musiques actuelles, différents styles. Mais ce qu'on mélange, c'est vraiment tous les produits du terroir, tout le patrimoine en fait qu'il y a autour. En Valais, par exemple, il y a un mets très apprécié, c'est la raclette. C'est le fromage fondu. C'est un mets super populaire. C'est connu, les gens font ça partout chez eux. Et puis, en fait, on a essayé de jouer sur ça. Par exemple, on a mélangé l'électro et de la raclette. Ça s'appelle l'électroclette. Et on a un public qui vient pour l'électro. Puis il y a un public, finalement, qui n'était pas forcément attiré par ce genre de musique, qu'on a réussi à attirer par un autre moyen, par le terroir ou bien justement la raclette. Et je pense peut-être qu'il faut commencer à approcher ce public, peut-être pas amateur directement de musique actuelle, en utilisant une autre discipline. Je ne sais pas, je prends un autre biais que la musique actuelle, parce qu'on fait beaucoup d'expositions. Là, on a typiquement une exposition autour du son, mais qui est dans un village alpin. C'est dans un village alpin de 300 personnes et on a à la fois de l'art contemporain et puis on parle aussi de thématiques autour du patois. Et le fait que ça soit dans un village alpin et pas forcément dans un lieu urbain comme un musée, ça permet en fait de toucher un public totalement différent, un public qui va à la montagne et puis qui se balade dans ce village et qui n'aurait pas été forcément dans cette exposition si elle a été dans un musée. Donc c'est peut-être aussi en trouvant, peut-être en sortant des murs d'une salle de concert ou bien en proposant un autre biais aussi que la musique actuelle pour essayer d'attirer les publics différents. Et peut-être aussi inverser, proposer de la musique traditionnelle tout en innovant par un autre biais. Voilà. Je ne sais pas ce que peut-être qu'Ania, je vois qu'elle hoche de la tête, elle a d'autres idées peut-être. Non, 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 mais c'est vrai que moi je salue l'initiative du PALP aussi. Enfin, il faut savoir que vous êtes en plein festival, hein, c'est pas fini. Et c'est vrai que c'est un festival qui, comme tu le disais, a réussi à tirer son épingle du jeu cet été, j'imagine, justement parce que vous avez pu adapter les jauges, parce qu'en plus il y a beaucoup d'événements qui sont en extérieur, ce qui, au niveau de la crise sanitaire, facilite les choses. Mais moi j'ai toujours énormément de plaisir à aller, tu parlais de l'électroclette, mais il y a aussi la rocklette. C'est le même principe, c'est un concert de rock dans la montagne où en général il faut marcher 1 heure ou 2 pour y arriver. Enfin, voilà, il y a des lieux qui sont aussi difficilement accessibles, donc ça pousse aussi à découvrir la nature. Ce lien avec la nature, moi je le trouve très chouette. Et puis d'unir les deux, comme tu disais, la gastronomie ou le terroir tout en proposant un concert plus classique. C'est quelque chose qui est très innovant, donc je trouve extrêmement intéressant de pouvoir proposer ce genre d'activité dans le cadre d'un festival. Ça décloisonne, comme tu disais très bien, les différentes disciplines. Et puis, enfin, voilà, il y en a quelques-uns qui le font, vous n'êtes pas les seuls, mais c'est vrai que cette année, vous avez vraiment
moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir venir voir quelques concerts cet été grâce notamment au Palp qui a pu se tenir. Et nous aussi. Oui. Mais on parle actuellement de ce mot qui s'appelle la réinvention. Et ça parle beaucoup de ça, et se réinventer et tout ça. Donc, je voulais demander comment faire et comment on peut utiliser, par exemple, la technologie et, tout le travail de recherche de justement la place, le public, les lieux, etc. Et en montant l'importance de comment, comment rénover toutes les stratégies dans ces moments particuliers que c'est très difficile et que dans l'horizon, on va à faire plus long pour retourner tout à une étape plus normale, usuelle, comme d'habitude. Donc, comment faire face à la pandémie et avec justement des nouvelles stratégies pour faire ça. Bon, je pense qu'en effet, c'est difficile de penser les gros festivals à l'heure actuelle. Mais j'espère, enfin, nous, on espère de tout cœur, en tout cas, que ça va pouvoir revenir. Mais à l'heure actuelle, il faut imaginer justement des événements à taille humaine, plus intimistes, essayer de jouer justement sur ces jauges très petites. Mais c'est compliqué, hein. Nous, on a refait le festival, mais on a refait une programmation parce que justement, forcément, il y a des artistes qui n'ont pas pu venir. On a dû refaire toute la production. On a encore un événement en septembre qu'on revoit totalement parce que ce n'est pas faisable à l'heure actuelle. Ouais, nous, l'avantage, c'est qu'on est déjà dans ce système-là, mais je trouve dommage, en fait, si on doit arriver à un point où on doit tout quadriller et tout, où on doit mettre 2000 personnes, mais que dans des secteurs de 200, là, ça va venir compliqué parce que l'importance d'un festival, c'est le lien social. Nous, on a dû séparer 2 secteurs de 300 et là, ça commençait déjà à certains moments à être un peu tendu parce que les gens veulent se rencontrer, veulent se retrouver. Donc, il faut essayer de penser, je pense, à une plus petite échelle, à des événements plus intimistes pour 300 personnes, par exemple, avec les mesures sanitaires, parce qu'on peut faire, nous, en tout cas en Suisse, on doit tracer les gens, on doit leur prendre leurs coordonnées. À 300 personnes, c'est viable. Techniquement, après, ça devient plus compliqué. Pour les gros festivals, ouais, ça repense. Nous, on n'est pas dans cette problématique. Les festivals comme Paléo, Montreux Jazz, ils sont dans, je pense, ce questionnement, mais je ne peux pas parler pour eux. Peut-être que Anya a eu plus de discussions à ce sujet, je pense, avec des gros festivals, peut-être. Oui, oui et non, parce que les gros festivals ne sont pas membres de notre association, mais on se parle Ah, quand même. pardon. Mais on se parle quand même, c'est important. Je pense que ce qui est compliqué pour les plus gros festivals à l'heure actuelle, c'est ne serait-ce que de pouvoir envisager de faire une édition l'année prochaine. Parce que franchement, c'est pas gagné, malheureusement. C'est une question qui est en suspens, qui se pose. Et il y a tout un tas de questionnements. Hein. Tu parlais de le traçage, c'est possible. Enfin, il y a plein de mesures. Mais tu as utilisé. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais rebondir, c'est que tu parlais de lien social. Nous, depuis le début de cette crise, on maintient que tant qu'il y a la notion de distance sociale telle qu'on nous la martèle en Suisse en ce moment, bah, nos événements, ils ne seront pas possibles en tant que tels. En tout cas, c'est très compliqué de faire des événements avec une distanciation sociale, alors que le but même de monter ces festivals et de faire des concerts, c'est le lien social et la cohésion sociale et la rencontre des gens. Après, on va faire des choses parce qu'il faut faire des choses, mais c'est vrai que bah voilà, c'est compliqué. Moi, j'étais à un concert vendredi soir, tout le monde est masqué. Bah, ne serait-ce que pour l'artiste, c'est très bizarre de ne pas pouvoir voir le sourire des gens parce qu'ils ont un masque. C'est un peu triste. Alors maintenant, si c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir faire quelque chose et proposer un contenu culturel, ben voilà, je pense qu'on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que ça. Enfin, moi, je trouve difficile de devoir se réinventer à cause d'une pandémie. Je trouve ça assez triste, en fait. Maintenant, je pense qu'on n'y coupera pas, pour certains événements en tout cas. Mais c'est important qu'on puisse recommencer à faire des concerts comme avant, on l'espère en tout cas. Et si ça veut dire attendre encore plusieurs mois, ben, il faudra attendre, on n'aura pas le choix.
Maintenant, nous, nos membres, ils recommencent à faire des petits événements, mais avec des capacités réduites. Et c'est aussi un problème économique parce qu'un club qui a une capacité de 600 personnes et qui peut ouvrir qu'avec une capacité de 100 personnes et ne pas servir autant de bières que d'habitude puisque les gens doivent être dans une file d'attente et doivent rentrer d'un côté, sortir de l'autre, enfin des frais supplémentaires pour les équipes parce qu'il faut tout désinfecter, ça a des coûts, tout ça. Et c'est aussi une réalité économique qui est problématique pour nos membres puisque la plupart ne font pas de gros bénéfices et n'ont donc pas des réserves suffisantes pour pouvoir mettre en place des concepts sanitaires qui sont très difficiles à respecter, à mettre en place sans avoir des coûts hallucinants. Donc ça, c'est aussi une des questions qu'on traite avec les autorités en ce moment, c'est de pouvoir avoir un maintien des aides financières qui sont à disposition et qui ont été mises en place pour cette crise, pour pouvoir reprendre les choses petit à petit et de manière un retour à la normale, on l'espère. Oui, bon, malheureusement, on doit finir notre jolie conversación maintenant, me désolé. Bueno, tenemos que llegar a la parte final ya de esta interesante y productiva conversación. Les agradecemos a todos los que han venido participando. Los invitamos a que sigan la programación de Corriente, que está súper interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Merci beaucoup, Mélanie, merci beaucoup, Anya, pour participer ce soir. Y buenas tardes para todos. Gracias.